Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, dimanche 23 mars 2025, nous allons refaire l'analyse technique sur les cryptos et nous allons voir où le marché en est actuellement et les perspectives d'avenir. Ok. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec le chart de ICRP et nous allons poser naturellement nos quatre moyennes mobiles que sont la 320, la 80, la 20 et la 5 période. Alors, nous savons que la tendance actuellement, elle est haussière, la tendance de fond, puisque notre moyenne mobile à 80 périodes est bien au-dessus de celle de 320 périodes, mais que actuellement nous sommes dans une zone de conflit, tout simplement parce que nous sommes dans un deep pullback, et donc ce deep pullback en réalité est une zone de conflit parce que ce qui peut se passer, c'est que nous pouvons soit, en fait, deux cas de figure peuvent arriver actuellement ici, c'est que nous pouvons remonter au-dessus de cette moyenne de 80 et continuer la tendance, ou nous pouvons continuer à descendre tout droit et revenir changer la tendance en passant en dessous de la moyenne mobile à 320 périodes. Et pour ça, on s'aide en fait des deux autres petites moyennes mobiles, la 20 et la 5, qui nous permettent de nous repérer un peu par rapport aux deux grandes moyennes mobiles. Donc, quand nous sommes dans le cloud, cloud, c'est l'espace qui est entre les deux grandes moyennes mobiles. Quand nous sommes en fait dans cette zone-là, c'est que nous sommes dans une zone de conflit. Donc, le marché peut changer à tout moment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans cette zone de rester neutre, de ne pas ouvrir de nouvelles positions jusqu'à ce que le marché choisisse un côté, donc repasse au-dessus de la 80 et continue la tendance de fond, ou change la tendance complètement en passant au-dessous de la zone de 320 périodes. Donc actuellement, nous sommes dans une zone de conflit. Mais comme nous savons que la direction de fond sur ICRP est encore à l'achat en journalier, puisque nous sommes sur le graphique journalier ici, donc chaque bougie c'est une journée et les 320 périodes ici indiquent un calcul des prix sur les 320 périodes auparavant. Ok. Donc nous savons que la tendance de fond est haussière et actuellement, vu que nous sommes dans un deep pullback, puisque les petites moyennes mobiles sont en dessous de la 80, ça voudrait dire que nous sommes dans une zone de conflit et d'incertitude entre les deux grandes zones. Ok. Donc entre cette zone-là et cette zone-ci, nous sommes en fait dans une zone de conflit. Et donc, ce qui peut se passer, en fait, tous les cas de figure sont possibles. Si on repasse au-dessus, on pourra se positionner. Mais si on est en dessous, ça veut dire que le marché est pour les vendeurs à ce moment-là. Donc, voilà le résumé sur ICRP en journalier. Tendance haussière, mais pas le moment de se positionner tant qu'on ne sort pas au-dessus de cette moyenne mobile à 80 périodes. Mais je sens au niveau de l'analyse technique parce que en une heure, par exemple, si j'ajoute ma moyenne mobile à 1280 périodes, cette moyenne mobile, par exemple, noire que vous voyez à 1280 périodes, si on reprend le même scénario, en considérant plutôt la 1280 ici et la 320 comme les moyennes mobiles indiquant la tendance, nous avons ici une fois une tentative de passer au-dessus, on n'a pas réussi. Une deuxième fois, on a essayé, mais la deuxième fois quand on essaie et qu'on échoue aussi, on n'a toujours pas dépassé le point bas qui est là. On a fait une troisième fois cette semaine avec l'annonce de l'abandon par la SEC de l'appel au niveau du procès. Donc, ce qui fait que les prix sont montés violemment ici. Ok. Donc, sur deux ou trois bougies, euh, on a retesté encore cette moyenne mobile à 1280 heures parce qu'on est sur une heure ici. Et cette moyenne mobile, en fait, nous empêche depuis qu'on a commencé la correction de repartir. Donc, vu qu'on s'en rapproche de plus en plus, si on arrive à faire cette fois-ci, euh, en une heure par exemple, on arrive à faire cette fois-ci ce scénario et à breaker, ce serait intéressant en fait de se positionner là, aux alentours des 2,58, 58, 57. Ce serait intéressant en fait de prendre une première position là, pas anticipation, mais d'avoir son stop loss complètement en bas ici. Ok. Parce que ce n'est pas encore confirmé. On va juste prendre un premier terme d'anticipation, mais la tendance de fond n'est pas
encore confirmer parce que la confirmation viendra lorsque la 320 va passer au-dessus de la 80. Donc, on va juste essayer de prendre un petit trade de confirmation aux alentours d'anticipation aux alentours des 2,58 avec le stop loss bien loin, ok? Parce que le marché, il peut faire ça. Et comme il n'y a pas la confirmation, c'est qu'on est toujours dans une tendance vendeuse sur une heure. Donc, ça pourrait repartir. Donc, lui laisser assez de room pour qu'il puisse faire ce qu'il veut dans cet espace-là. OK? Donc, lorsque nous aurons, en fait, par exemple, sur une heure, hein, lorsque nous aurons notre trade de confirmation, ce qui va se passer, c'est que la 320 aussi va finir par passer. Donc, toutes les moyennes mobiles vont passer au-dessus de la 1280. La 320 aussi va finir par passer au-dessus et ce qui va confirmer, en fait, la reprise de la tendance haussière. Donc, si on est sur daily, le scénario, ce sera avec d'autres périodes qu'on va gérer le même scénario. Donc, ici, comme je vous ai dit, on va plutôt attendre que la 5 période passe au-dessus. Donc, que la 5 période qui est là, la violette là, passe au-dessus de la 80. Qu'il nous fasse un petit pullback et qu'on ait le breakout. Et là, on va se positionner en mettant toujours notre stop loss bien ici. OK? Donc, ce sera toujours, le stop loss sera toujours aux alentours des 1,80 qui sera en fait le point le plus puissant. OK? Pour pouvoir gérer le trade. Et nous allons faire un objectif de profit que je vais vous montrer tout de suite. Nous allons faire ça et nous allons faire Fibonacci. OK? Donc, nous allons prendre en fait l'accélération précédente. Nous allons avoir le pullback parce que ce pullback qui a eu lieu a fait dépasser légèrement ceci. Donc, ça veut dire qu'on ne prendra pas ce sommet. Pour notre Fibo, on va prendre celui-ci et le plus bas parce que celui-là, en fait, il est à l'intérieur de l'autre bloc. OK? Donc, lorsqu'on va entrer là, on va viser une première fois à cet endroit-là 5,19. Donc, on va enlever une partie de notre position à 5,19. OK? Donc, si on entrait là et qu'on mettait le stop là, à 5,19, on va vider une partie de notre position, par exemple. Et à 8,10, on va vider encore une autre partie de notre position. Et laisser une dernière partie pour le faire sortir au trailing stop à la fin. Parce que la stratégie, en fait, comment on gagne sur les marchés, c'est quand le prix, par exemple, avec le système de moyenne mobile, c'est quand les prix ils sont en train de s'éloigner des moyennes mobiles, ok, qu'il faut être en train d'encaisser ses profits parce qu'on sait d'office que tôt ou tard, les moyennes mobiles en fait vont réattirer les prix. Donc, c'est justement ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à gagner avec le système de moyenne mobile, tout simplement parce qu'ils essaient en fait de trouver les points de sortie avec les moyennes mobiles alors que ce n'est pas faisable. C'est des indicateurs qui confirment la tendance, mais ce n'est pas des indicateurs qui te permettent de trouver les meilleurs points de sortie. Parce que quand un indicateur en fait te trouve un point de sortie, c'est qu'il confirme en fait la tendance dans l'autre sens. Or, on sait très bien qu'il faut un certain nombre de données avant que la tendance ne soit marquée comme confirmée au niveau de l'indicateur. Donc, c'est pour ça que il faut en fait un système de take profit qui est différent du système d'entrée, ouais, et aussi du système de sortie. Donc le système d'entrée, lui, vous pouvez utiliser un indicateur par exemple pour entrer parce que le retard confirme la tendance, mais le système de sortie ne peut pas être avec le même indicateur, ça doit être automatiquement avec autre chose. Ok? Donc souvent le plus intéressant c'est d'avoir des niveaux de take profit où vous prenez les take profit partiellement. Et ça vous permet en fait, lorsque le marché il va revenir vers la zone de neutralité, c'est-à-dire au niveau de l'indicateur, que vous avez déjà en fait pris vos profits, il revient à l'indicateur et vous reprenez encore d'autres trades pour s'éloigner de l'indicateur. Et lorsque vous vous éloignez, vous prenez des profits. Et quand il revient vers l'indicateur, c'est que vous avez déjà, vous n'avez plus en fait autant de positions qu'au départ. Donc, ce qui fait que vous avez gagné en fait de l'argent. OK? Donc, c'est juste une petite explication. J'espère que vous avez pu comprendre. Et voilà ce qui va se passer. Donc, ce que j'espère sur ICRP, c'est que la 5 période monte et qu'on passe au-dessus et qu'on confirme la tendance. Surtout qu'avec les ETF qui sont en cours de préparation, on pourrait avoir en fait cette confirmation-là.
de la reprise de la tendance au niveau de ICRP parce que des accélérations de tendance ont réellement lieu en fait quand on n'est pas dans ce bloc formé par les deux. Donc c'est quand on est à l'extérieur qu'il y a les accélérations. Quand on retrouve dedans, on est dans une zone d'incertitude, de chaos et en fait c'est là où on peut se faire mal. Ok. Donc il faut attendre tout simplement qu'on sorte de la zone et que vous pouvez prendre des trades qui vont pouvoir partir. Donc voilà le résumé sur ICRP, tendance haussière dans le fond, mais actuellement zone de conflit. Il faut juste attendre qu'on sorte de cette zone-là et on pourra repartir. Alors nous allons passer sur Bitcoin. Sur Bitcoin également pareil, si on regarde depuis le début, on pourra même mieux matérialiser ce que j'explique. Donc ici, on a confirmation de tendance. Si vous aviez un trade, vous l'auriez eu de cette zone à cette zone-là, ok. Vous auriez déjà pris une partie de profit. Et naturellement, quand il revient là, donc il revient dans la zone de conflit, ok, parce que là, c'est une zone d'incertitude, ça peut basculer vers le bas. Donc, quand vous êtes là, il ne faut rien faire. Quand on ressort de la zone, vous pouvez ouvrir un trade, ok. Quand il revient dans la zone, vous êtes dans une zone d'incertitude, vous ne pouvez pas prendre de trade ici, ok, parce que le marché il peut basculer. Ensuite, même si en réalité c'est les meilleures zones, mais si vous prenez des trades en fait dans cette zone-là, ok, ça veut dire que votre stop loss, vous devez le mettre extrêmement loin. Parce que toute cette zone-là, en fait, c'est la zone de correction. Et si jamais ça dépasse ça, c'est inversion de tendance. Donc, ça veut dire que si vous voulez prendre le risque de prendre plutôt les trades à l'intérieur de ces zones de conflit-là, c'est que vos stop loss doivent être aussi en dehors, c'est-à-dire extrêmement loin. Donc, par exemple, si vous prenez un trade ici, la zone de, vous devez être là. Si vous prenez un trade ici, le stop loss, il doit être beaucoup plus loin, toujours là, ok? Et donc, si vous avez un trade ici, par exemple, en dessous de la zone de conflit, il faut que votre stop loss soit peut-être quelque part ici pour vous protéger parce que la correction là aurait pu venir là, ok? Donc, c'est pour ça que, par contre, si vous attendez que les prix ils sortent de la zone pour pouvoir vous positionner, alors vous êtes déjà en dehors de la zone, donc vous pouvez mettre le stop loss là, ok? Vous voyez la différence. Si vous entrez ici, c'est que le stop loss il doit être là-bas, mais si vous entrez là, le stop loss il est déjà là parce que vous avez au moins cette zone là qui est le premier blocage et la zone d'ici est le deuxième blocage, ok? Donc voilà un peu comment on peut gérer en fait les entrées. Mais de manière, si vous dézoomez, même si vous mettez votre stop loss loin, si vous dézoomez et que vous allez sur un chart de weekly en ayant pris des positions sur une heure, vous allez voir en réalité que vous allez revenir sensiblement à des petits stops comme ça. Ok, donc parce que dû à la fatalité du marché et aussi en fait, quand vous avez ce côté-là, vous avez en fait, vous ne voyez pas assez clair ce qui se passe sur les gros time frames. Donc, ce truc-là que vous allez prendre ici avec un stop loss large sur un gros time frame, en fait, ce sera en réalité un petit stop. OK? Donc, sur Bitcoin, nous avons une tendance haussière. Nous avons eu un trade, je vous avais montré le système de pyramidage. Nous avons eu un trade par cette zone, un trade par cette zone, un trade par cette zone. Ici, nous avons eu plusieurs trades, mais il y a eu plusieurs trades perdants. OK? Donc là, c'était le dernier trade qui est passé. Donc, on a eu ce trade par cette zone. Et là, on est encore dans un deep pullback. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment tenter le coup d'entrer dans la zone de conflit, alors si vous entrez dans cette zone de conflit, peut-être au breakout ici que vous avez là, aux alentours de... Oh, pardon, je vais matérialiser avec une ligne horizontale. Ça va être plus simple. Si vous entrez là à 87 450 par exemple, parce qu'on a eu ce crossover ici et on a eu comme un petit pullback là. Donc si on fait le break là, on peut espérer en fait que le Bitcoin il va remonter peut-être justement à la ligne des 80 à traverser avant de faire un autre breakout. Donc si vous entrez par anticipation ici, vous ne pouvez pas mettre votre stop ici. Parce que si vous mettez votre stop ici, vous êtes toujours dans la zone de conflit. La tendance est toujours, à court terme, est toujours baissière. Donc, ce n'est qu'un pullback peut-être un peu plus deep qui va peut-être s'arrêter ici et recontinuer vers le bas. Donc, vous ne pouvez pas mettre le stop loss là. Vous êtes obligé de mettre le stop loss quelque part par ici. OK? Sur l'ancienne zone qui a tenu. Donc, mais vous allez entrer là. Donc, comme je vous ai dit, à 87 450. Mais le stop loss, il sera assez loin.
OK? Parce que vous devez vous protéger. Parce que toute cette zone-là, en fait, peut subir encore la correction et aller plus bas. OK? Donc, vous ne pouvez pas mettre le stop loss euh, aussi proche. Par contre, si vous laissez la moyenne mobile passer au-dessus de la 80, faire son pullback et breaker, OK, vous pouvez mettre votre stop loss ici. J'espère que vous avez compris. Donc là, pour le moment, sur Bitcoin, la tendance de fond est bel et bien haussière toujours, mais nous avons une tendance à court terme qui est toujours en baisse. Et ce qu'il nous faut, c'est évidemment sortir de la zone de conflit. Et dès qu'on va sortir de la zone de conflit, on pourra en fait prendre un trade avec un risque, avec une taille de stop beaucoup plus petite que si on entrait en fait dans la zone de conflit où on sera obligé de se protéger un peu plus loin. Ok? Donc ici, on va attendre tout simplement que Bitcoin il repasse au-dessus du 80, qu'il fasse notre petit pullback et notre breakout. Et là, on va se positionner. Donc voilà pour Bitcoin. Alors pour Ethereum, comme je vous avais dit depuis plusieurs semaines que ça n'allait pas bien sur le niveau de l'Ethereum. Et la preuve, ça est confirmé tout simplement ce que j'étais en train de dire. On a eu, vous voyez, comme ici par exemple, on a eu la zone de conflit ici. Ok, on est rentré dans la zone de conflit. Donc, deep pullback, normalement, zone intéressante pour prendre des positions. Mais le problème, c'est qu'on est dans un conflit. Donc, dans un conflit, n'importe quel camp peut gagner. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre en fait que les prix remontent au-dessus pour qu'on puisse se positionner. Vous voyez, et comme je vous disais, d'attendre, pour ceux qui ont attendu, bien sûr, voilà le résultat. On est passé, c'est que c'est le coup thème qui a fini par gagner et ils ont renversé complètement la tendance. Ok, vous voyez? Donc, ce qui veut dire que Ethereum actuellement est dans une grande tendance baissière. Vous voyez? Donc, cette zone de conflit, parce qu'on ne s'est pas positionné à l'intérieur de cette zone de conflit, on a réussi à survivre. Et même si on s'était positionné ou qu'on avait même mis le stop loss lointain, vous voyez quand même qu'on a fini par éjecter tous ceux qui sont ici. Donc, vous voyez pourquoi il est très important d'attendre, en fait, quand il y a un pullback, d'attendre des signes de reprise avant de se positionner. Et un signe de reprise, en réalité, c'est quand on sort de cette zone de blocage, de ce cloud-là, qui nous bloque quand on sort. Là, on peut avoir une accélération. Comme vous avez vu ici, c'est parce qu'on est en dehors du cloud ici qu'on est en train d'avoir cette accélération-là. Et donc, à un moment ou à un autre, en fait, ceux qui sont vendeurs, ils doivent déjà être en train de prendre des profits, ok? Parce qu'à un moment ou à un autre, le marché il va revenir tester cette moyenne mobile de 80 périodes. C'est une obligation. Lorsque deux moyennes mobiles se croisent, la plus petite des deux sera obligatoirement testée. Donc, il n'y a pas d'échappatoire à ce niveau-là. OK? Donc, ceux qui sont à la vente, il faut déjà commencer à engranger, à réduire en fait vos tailles de position parce qu'on va revenir obligatoirement sur cette moyenne mobile de 80 périodes là. Et quand on va revenir, en fait, deux cas de figure vont se produire. C'est soit on va revenir et puis on va repasser au-dessus, soit on va revenir et on va repartir plus bas. Donc, on va rentrer dans la zone de conflit. Et quand on va rentrer dans la zone de conflit, on va attendre de voir si on ressort de cette zone par le bas ou si on ressort de cette zone par le haut. Si on ressort par le bas, donc on aura une continuation de la baisse sur Ethereum. Donc, imaginons qu'on s'arrête là et qu'on remonte dans la zone de conflit. Ça pourrait nous donner, alors, comme une baisse supplémentaire sur Ethereum. On pourrait avoir, par exemple, atteindre des... Oh, c'est pas joli, joli. Mais bon, c'est ce que ça nous indique, 383. OK? C'est pas joli, joli, on n'aimerait pas avoir ça, mais c'est ce que ça dit. OK? Alors, je vais juste voir un petit truc ici. Parce qu'on était proche ici des 500. Ouais. Donc, ça a quand même corrigé suffisamment. Donc, ouais, c'est pas joli, joli, mais c'est ce que on a comme info. Donc, on a intérêt en fait à ce que ça s'arrête, que ça retourne dans la zone de conflit et que ça repasse au-dessus pour qu'on puisse changer de tendance à nouveau et repartir à l'achat. Donc actuellement, Ethereum est dans une super zone de vente pour ceux qui sont des traders. Par contre, je dis toujours que si vous êtes investisseur, c'est une autre approche. Si vous êtes investisseur, c'est quand vous avez en fait cette zone de vente, super zone de vente, que vous devez plutôt acheter d'abord parce que vous n'allez que dans une seule direction, achat. Et donc, vous pouvez acheter à chaque fois qu'il y a des crashs comme ceci.
Donc, ce qui marque une forte tendance de baisse, vous achetez et vous avez naturellement pas d'effet de levier. Donc, vous avez en fait un spot, on va dire. Donc, vous avez que l'Ethereum lui-même en unité. Donc, vous pouvez en acheter actuellement à 2000. S'il descend encore un peu plus bas, vous allez acheter. S'il descend jusqu'à 383, c'est toujours bon pour vous. Vous allez en acheter parce que vous n'avez pas d'effet de levier à utiliser. Vous achetez en fait l'Ethereum lui-même. Donc, vous allez en acheter au fur et à mesure. Et donc, quand il baisse comme ça, c'est intéressant pour vous parce que ce que vous allez espérer plus tard, c'est qu'on revienne au sommet qu'on a ici, par exemple, qui est aux alentours de 4000. Donc, s'il chute, c'est intéressant pour vous parce que vous allez en acheter, en acheter, en acheter, en acheter pendant la chute. Et au moment où ça va remonter, imaginons on chute jusqu'à ici 383 et que ça remonte, là vous allez gagner suffisamment. Okay? Donc c'est deux approches différentes. Ici je parle souvent aux traders, mais je tiens à rappeler que pour les investisseurs, c'est plutôt dans les zones de crash que vous devez en fait en accumuler, en acheter un peu, un peu, un peu, un peu, un peu quand ça crash, comme ça pour augmenter votre nombre d'unités via on va dire via le crash. Ok? Alors, Ethereum, c'est en vente, donc pour ceux qui tradent, restez en dehors de cet actif-là pour le moment. Parce qu'il n'y a pas de force d'achat à ce niveau-là. Alors, BNB, c'est pareil ici. On était dans une bonne zone d'accélération. Là, on est dans une zone de conflit, mais qui est en train de tourner à l'avantage des vendeurs. Donc, il y a de fortes chances en fait que on puisse continuer en fait cette baisse-là et que la moyenne mobile de 80 en fait finisse par confirmer la tendance vendeuse. Donc pour un trader, il va commencer à chercher les opportunités de vente et pour un investisseur, il va plutôt commencer à accumuler lorsque on va chuter. Ok? Il va commencer à accumuler. Donc moi par exemple sur mon portefeuille spot, c'est là où je vais plutôt acheter des Ethereum, des BNB en unité pure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais les accumuler plutôt parce qu'ils sont en train de chuter, ils sont en train de confirmer une tendance de vente. Donc, ce qui fait que, puisque la tendance de vente est là, c'est le moment en fait de faire un système, on va dire, de DCA, d'acheter, 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 jusqu'à ce que, quand la tendance sera confirmée à nouveau comme étant acheteuse, vous n'allez plus acheter du tout, vous allez plutôt commencer à liquider, 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 liquider de l'autre côté. Et lorsque la tendance sera reconfirmée comme vente, vous allez acheter, 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 acheter. Ça, c'est la méthode en fait pour les investisseurs, mais pas pour les traders. Les traders, c'est plutôt l'inverse. C'est quand la tendance est confirmée comme acheteuse que vous allez vous positionner et à chaque fois qu'il y a un pullback, vous allez rajouter de positions alors que les autres, les investisseurs, eux, ils vont liquider des positions, vous allez rajouter des positions. C'est l'inverse en fait que vous faites dans le scénario du trader. Ok? On a eu sur Solana. Donc Solana aussi passe à la vente, comme vous avez bien prévenu pour ça aussi. On était dans la zone de conflit, donc on ne sait pas ce qui va se passer, rester en dehors jusqu'à ce qu'on puisse choisir un côté. Et on a choisi pour le moment d'aller à la vente. Donc on est passé en dessous. Donc on risque de confirmer cette tendance baissière-là. Et si on fait par exemple un retracement de Fibonacci de toute la hausse qu'on a connue via cette tendance déclarée là, donc c'est-à-dire à partir de 7 dollars quand il y avait eu le crash, je ne sais plus si c'était Terra Luna ou je crois que c'était Terra Luna, le FTX, il y avait eu un de ces trucs-là qui avait causé ce problème à Solana. Et on a eu ce crash-là et de là, on est reparti violemment jusqu'à l'ATH. Donc là, on a déjà corrigé 50% ici de retracement. Ok. Donc là, on est dans les zones des 61% de retracement. Comme mon truc, il est inversé. Comme il est inversé, en fait, en réalité, le 61, c'est lui qui est là. Et le 38 est ici. Ok. Donc, vous avez les 50% qui sont là. Et donc, nous sommes à 61 ici de retracement. On pourrait continuer à aller jusqu'à 0,78. Donc, ici, les 0,23, on pourrait les atteindre. Donc, et surtout qu'on n'est pas très très loin de cette black line là, de 1280. Donc là, on pourrait aller jusqu'à 96 dollars ou 100 dollars si jamais on crache. Mais ce que moi, je ne souhaite pas parce que si ça crache comme ça veut dire que tout le marché en réalité est en train de descendre et ce n'est pas bon signe pour nous. Parce que les cryptos les plus solides comme ICRP et Bitcoin, cela voudrait dire aussi que ces deux cryptos-là également sont en train de baisser. Ok. Donc ce n'est pas bon pour nous qui voulons trader.
mais c'est bon pour ceux qui veulent investir parce qu'ils auront des prix beaucoup plus bas pour se positionner. Donc pour le moment, Solana, on reste aussi en dehors de ça. On va aller sur ADA Cardano. Alors, ADA Cardano se représente un peu mieux que Solana et autres. Il est plus proche des XRP et des Bitcoins dans la configuration. Donc là, on a la tendance haussière ici. Et on a la zone de conflit qu'on a démarré. Donc, grâce au tick pullback, on est dans une zone de conflit. Ici, on a essayé de sortir de cette zone. Mais naturellement, comme j'ai dit, on doit attendre qu'il y ait cette correction-là. On a eu justement la correction ici, mais on devait attendre le breakout. Donc, on n'a toujours pas ce breakout-là. Donc, on va espérer qu'on ressorte encore et peut-être avoir une correction un peu plus basse ici pour breaker ici. Sinon, on sera obligé d'aller le breaker là pour pouvoir se positionner avec notre stop loss par là. OK? Donc, c'est ce qu'on attend sur ADA. Pour le mois, ADA, il tient le coup. La tendance n'a pas encore basculé à la vente. Et on a même eu une chance parce que la 320 ici essayera aussi de passer au-dessus de la 80. Donc, ça peut pousser encore les marchés un peu à la hausse pour que ça puisse se manifester. OK? Donc, pour ADA Cardano, c'est intéressant. Si vous voulez entrer dans le creux ici, c'est que si vous entrez ici dans cette zone-là, donc le stop loss, vous devez le mettre complètement en bas ici. OK? Pour pouvoir vous protéger. Donc, votre stop loss sera aux alentours de 0,28. Si vous voulez vraiment entrer dans la zone de conflit, le stop loss, il doit être ici. Sinon, si vous entrez là et que vous mettez le stop loss là, eh ben, vous êtes aussi sous la menace d'une correction plus profonde, juste un peu, hein, et là, vous êtes out et le marché il continue. Donc, pour le moment, sur ADA Cardano, vous devez garder vos sous, attendre simplement que on repasse au-dessus de cette zone de conflit et comme ça vous vous positionnez, vous aurez un petit stop et vous allez chercher des objectifs de prix assez intéressants comme par exemple on pourrait viser ici les 1,97, donc on va dire 2 dollars, ok, et après on va viser 3 dollars, ok. Donc c'est ce qu'on peut espérer en fait sur Cardano après la sortie de cette zone là. Alors TRX, moi c'est un actif que j'aime beaucoup. Voilà, TRX ici actuellement il est le seul pratiquement à vouloir sortir de la zone. Donc il a essayé ici, il n'a pas réussi. Donc là on est justement en train de sortir aujourd'hui de cette zone là. Espérons que les prix sortent de la zone et clôturent au-dessus pour que ça puisse attirer notre moyenne mobile à 5 périodes qui puissent aussi passer au-dessus, qu'on ait notre petit pullback et notre breakout et on va pouvoir mettre notre stop loss serré ici. OK? Et comme ça, on va pouvoir viser un prochain objectif sur TRX où je peux vous donner ça rapidement. On pourra faire ça. OK? Donc, viser dans un premier temps, il y a 0,65 ici. Et après, viser les 1 dollar pratiquement. OK? Donc 0,65 une partie et les 1 dollar pour l'autre partie. Et on aurait un risk reward si on arrive à se positionner quelque part dans ce creux-là, ici, en ayant attendu que les prix ressortent de la zone de conflit. Donc on pourrait avoir un petit stop là. Okay. Donc ici à 0,65, on aurait déjà gagné 8,49 fois une partie plus une deuxième partie qui va être à 15,58. Donc, vous allez additionner les deux parties. OK? Donc, vous aurez les 8 plus les 15. Ce qui va vous donner 23 que vous allez diviser par 2 parce que naturellement, vous avez deux parties de position. Que vous allez diviser par 2 parce que vous avez deux parties de position. Donc, vous aurez 11 quelque chose. Donc, ce qui fait que vous aurez en fait quand même un trade assez intéressant sur TRX. Moi, je le vois comme un actif. Moi, je le mets comme ICRP la plupart du temps parce que je trouve que ces deux actifs-là sont extrêmement bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, TRX. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, voilà au niveau de TRX. Donc, la tendance est toujours haussière à ce niveau. On va juste attendre tout simplement qu'on puisse sortir de cette zone de conflit. OK?
Donc, attendez toujours de sortir de la zone de conflit avant de prendre une position. Sinon, vous allez vous faire massacrer pour rien. Alors, XLM, le petit frère de XRP, donc naturellement, il présente aussi une très très bonne configuration, tendance toujours haussière. Ce pullback était obligatoire qu'on puisse corriger aussi violemment, tout simplement parce qu'on a eu une accélération brutale. Ok, on a eu une accélération brutale. On n'a pas eu de véritable point d'entrée en journalier, donc il fallait aussi une correction brutale. Ok, donc si on reprend tout ça, cette correction-là de ce mouvement violent qu'on a eu ici, cette correction, on est pratiquement arrivé aux alentours des 78% de retracement. On est juste à quelques points de ça, vous voyez. Donc, on n'est pas très, très loin, en fait. Donc, ce qui fait que là, on a euh, une bonne zone. Et pour ceux qui veulent même entrer par anticipation, donc entrer de, dans la zone de conflit, si vous entrez ici, comme je vous ai dit, vous entrez là, par exemple, au breakout, c'est-à-dire au 0,30 là, au 0,30. Si vous entrez au 0,30 de stop loss, vous ne pouvez pas le mettre là, parce que c'est toujours dans la zone de conflit, vous le mettez ici. Vous le mettez ici. Donc, vous aurez votre stop loss aux alentours de 0,7 à peu près. OK? Donc là, si vous voulez vraiment vous positionner dans la zone de conflit, c'est aux alentours des 0,30 que vous pouvez vous positionner. OK? Donc un petit breakout là, à ce niveau-là. Et vous allez mettre le stop loss loin. Pourquoi vous allez mettre là? Parce que de toute façon, pour pouvoir sortir de cette zone, il ne va pas sortir de la zone d'un coup comme ça. Il va plutôt faire encore, après le breakout là, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, ça pour sortir difficilement. Et quand il va sortir aussi, il va faire encore un pullback avant de breaker et partir. Donc c'est pour ça que je vous dis, soit si vous entrez dans la zone de conflit, vous entrez dans la zone de conflit, mais le stop loss il est loin, donc vous vous protégez. Maintenant, si vous voulez entrer en dehors de la zone de conflit, ça c'est le plus intéressant. Donc vous allez attendre tout simplement qu'il sorte de là et que vous fassiez le break. Et donc là, vous aurez un autre type de stop loss qui va être plutôt plus serré, ok, parce que vous n'êtes pas dans la zone de conflit. Vous voyez, donc vous allez prendre le stop loss là où il s'est arrêté dans la zone de conflit et vous allez vous positionner. Alors, ok, ici parce que la correction est extrêmement profonde déjà, que vous allez avoir peut-être un meilleur risk-reward en entrant maintenant et en mettant votre stop loss ici, qu'en entrant peut-être en sortant de la zone de conflit, vous aurez un stop légèrement un peu plus grand, mais vous n'allez pas aussi avoir votre argent bloqué sur les marchés, vous voyez. Donc sur XLM, ça présente une très très bonne configuration. Les 0,30 peuvent être une bonne zone d'attaque, mais avec un stop loss qui se trouve suffisamment loin pour que vous ne vous fassiez pas toucher s'il y a une correction supplémentaire qui se produit sur les marchés. Ok? Donc XLM, c'est un truc que vous devez checker pour ajouter à vos trucs. Alors, ici, Dogecoin, malheureusement, au Dogecoin, on était dans la bonne zone de conflit, mais on devait sortir de cette zone-là pour pouvoir taper à l'achat. Malheureusement, on est parti plus bas, on est plutôt allé en dessous de la zone de conflit. Ok, donc on est en dessous de la zone de 320, ce qui n'est pas une très très bonne chose pour nous parce que ça risque en fait d'attirer la 80 période aussi en dessous de la 320. Ok, et pour que la 80 période aille en dessous de la 320, soit on va ranger comme ça jusqu'à ce qu'on perde de l'énergie et que que ça puisse revenir, ou on va descendre violemment pour que ça puisse accélérer sa baisse. Ok? Donc, dans les deux cas de figure, actuellement, ce n'est pas bon. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est que la tendance de fond reste comme ça, que la 80 reste là, et que les prix remontent sèchement au-dessus de la 80 et fassent le breakout. À ce moment-là, on aura notre stop loss ici, tranquille, et puis on va pouvoir aller chercher des objectifs lointains. Ok, donc comme par exemple si on arrivait à faire ça, on pourrait chercher déjà une zone comme 0,73 et après chercher les 1,13. Ok, donc c'est ça en fait qu'il faut voir, mais pour le moment Dogecoin, vous êtes obligé de rester à l'écart. Alors pareil ici pour IOTA, ça représentait une bonne configuration, mais malheureusement les prix sont passés en dessous de la 320. La tendance de fond est toujours haussière, donc il nous faut en fait une accélération violente d'un coup pour qu'on repasse au-dessus, qu'on fasse ça. Ou si vous êtes un gars un peu risqué, vous voulez entrer, bon si vous entrez comme j'ai dit, stop loss lointain.
Mais ici, déjà, vu qu'on est passé en dessous de la 320, ça ne présage rien de bon, en fait, si vous avez un stop loss ici. Ça pourrait descendre, en fait, beaucoup plus bas. OK? Donc, on n'est pas à l'abri. Vous voyez, comme ici, par exemple, si vous étiez entré dans la zone de conflit ici, que vous aviez espéré une remontada, et pourtant, on est allé encore plus bas. Vous voyez, non? On est allé beaucoup plus bas. Vous voyez? C'est pour ça que moi, je préfère toujours qu'on sorte de la zone de conflit avant de se positionner. Et comme ça, on a un stop serré, comme ici, par exemple. On a un stop plus serré. Donc, si on arrive là, qu'on a réussi à faire quelque chose et qu'on retourne là, bon, on sait que c'est mort, quoi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on sorte d'abord de la zone de conflit avant de se positionner, plutôt que d'entrer dans le creux où, en fait, on a la possibilité d'aller toujours plus bas. Et après ça, on a Litecoin. Litecoin qui nous présente une bonne configuration haussière également. Donc, on a la correction qui s'est bien manifestée. OK, donc la fin de cette première vague-là. Donc, on est dans une correction et donc on veut la fin de cette correction-ci pour avoir une nouvelle vague comme ça. Donc, pour cette nouvelle vague-là, on ne va pas anticiper dans le creux. Si on anticipe dans le creux, qu'est-ce que nous a dit? Stop loss lointain. OK? Si vous anticipez ici, stop loss lointain. Si vous anticipez, je répète encore, si vous anticipez ici, stop loss lointain. Donc votre stop loss sera en dessous des 50, 49, 50. Ici, si vous anticipez là, stop loss lointain. Si vous laissez le prix sortir de la zone, faire ça et breaker, stop loss ici, à 82. C'est à vous de voir. Si vous voulez anticiper, stop loss lointain. Parce que vous n'avez aucune idée de ce qui peut arriver, même si vous anticipez. OK? Et un objectif 206 et un autre objectif 303. OK? Donc, sur Litecoin, tendance haussière, vous avez mon avis sur les deux manières de vous positionner si vous entrez dans le creux. Stop loss maintien, si vous arrivez à sortir d'abord de la zone de conflit, vous pouvez avoir un stop loss plus proche. Toncoin. Toncoin, ici, tendance baissière, littéralement baissière, donc on n'a aucun espoir ici. Par contre, si vous êtes un investisseur, oui, je vous conseille je vous en fait conseille parce que je ne dois pas vous donner de conseils, mais l'idéal serait plutôt que vous puissiez en accumuler ici dans cette phase de baisse là. Ça veut dire que le stop loss, vous n'avez pas de stop loss, c'est-à-dire vous achetez en spot. Parce que ici on a une forte tendance baissière qui est confirmée là. Donc vous achetez en spot à chaque fois qu'il break vers le bas. Quand il break ici vers le bas, c'est-à-dire quand il casse un plus bas, vous achetez. OK? C'est la meilleure méthode en fait. Quand il casse le plus bas ici, vous achetez. Ça veut dire que vous avez acheté au meilleur prix. Quand il casse le plus bas ici, vous achetez. Quand il casse le plus bas, vous achetez. S'il vient casser encore le plus bas, vous achetez. Mais c'est à vos risques périls parce que si un jour cette crypto disparaît, bon, vous allez perdre juste vos sous, mais vous allez les acheter en spot sans effet de levier. Donc vous allez avoir les vrais cryptos dans vos poches à bas coût. Donc s'il casse un peu plus bas encore, vous achetez. Et ici, vu qu'on a l'historique, on sait que cette crypto est déjà allée une fois à 8. Donc, ça peut repartir encore à 8. Et donc, si ça repart à 8 et que vous en avez acheté là, acheté à chaque fois qu'il y a des cassures baissières, acheté ici, acheté là, peut-être que vous aurez un grand nombre de cette crypto. D'ailleurs, je n'en avais pas, mais peut-être que je vais en acheter parce que les prix là sont quand même assez intéressants. Et si ça repart, eh bien, quand vous allez revenir déjà là, vous aurez déjà gagné quelque chose. Ensuite, on peut se faire un objectif de prix. On pourrait aller peut-être à 12 et après aller à 20. Donc, c'est extrêmement la zone idéale pour les investisseurs, mais pas pour les traders. Les traders, vous devez rester en dehors de ça ou prendre des positions vendeuses, mais vous devez de grâce, généralement sur les cryptos, moi je préfère, ou les actions, je préfère juste aller toujours à l'achat, donc dans une seule direction, je prends et puis je revends. Donc, ce qu'il vous faut actuellement, c'est plutôt accumuler, parce que c'est une bonne zone d'accumulation. Et à chaque fois qu'il casse un plus bas, vous pouvez en acheter en accumulant. OK?
Donc, c'est l'idéal parce que vous aurez toujours un meilleur prix de cette manière-là. OK? Donc, chaque fois qu'il casse un plus bas, vous achetez. Il casse un plus bas, vous achetez. Puisque la tendance était déjà confirmée comme baissière. Donc, à chaque fois qu'il casse un plus bas, vous achetez, vous cassez parce que tôt ou tard, ça finira par repasser dans l'autre sens. Et donc, vous espérez avoir gagné beaucoup en accumulant. OK? Ici, trompe 15, c'est pas un truc qui m'intéresse dans le fond. Donc, naturellement, ça se casse la gueule. Un truc qui est introduit généralement, il n'y a pas assez de données, donc ça doit baisser. Alors, ici, PP. Au PP, nous étions justement dans la tendance baissière où je vous prévenais depuis qu'il fallait rester en dehors parce qu'on était dans la zone de conflit. Donc, il faut sortir de la zone de conflit d'abord avant de pouvoir se positionner. Vu qu'on n'est jamais sorti de la zone de conflit, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé dans la zone en dessous. Donc, dans la zone des super vendeurs, on va dire. Et là, quand on est passé en dessous, tout a été bloqué en dessous. On a continué à descendre. On a accéléré la baisse et on a eu confirmation d'une phase de vente. Donc, même chose que je vous ai répété sur les autres, si vous êtes investisseur, vous pouvez accumuler. Si vous êtes trader, vous devez rester en dehors. Mais après, ces genres de projets comme les PPO, je ne sais pas ce qu'il y a réellement derrière. Ce n'est pas des projets comme XRP, Ethereum et autres. Donc, je ne vois pas pourquoi on accumulerait en fait ce genre d'actifs. Mais voilà. Donc, si vous voulez en accumuler, vous accumulez dans cette zone-là. OK? Et à chaque fois qu'il casse un plus bas, vous achetez. S'il vient encore casser un plus bas, vous achetez. Et peut-être il ira à zéro. Et puis, vous allez perdre votre argent quand il ira à zéro. Mais au moins, vous allez avoir, ça en spot. Vous allez avoir les vrais PP en quelque sorte. Alors, H-bar. Pour H-bar, nous sommes comme XRP et Bitcoin et autres. Donc, nous avons ici une tendance qui est confirmée comme étant haussière. Nous sommes dans cette zone de conflit, la zone qui nous menace depuis longtemps, qui peut nous créer énormément de dommages si jamais on ose se positionner ici. Si vous vous positionnez ici, si vous avez l'envie d'entrer en position et que vous vous positionnez, oui. Alors, stop loss, naturellement, comme j'ai dit, stop loss complètement en bas. OK? Stop loss complètement en bas. Parce qu'on est dans une phase descendante, on est dans une zone de conflit. Les gens à court terme sont en train de vendre. Si jamais vous entrez et que vous mettez un stop loss sérieux, vous allez vous faire écraser tout simplement. Alors, il faut attendre des signes de reprise. Signes de reprise, pour moi, c'est quand on sort de cette zone de conflit, on sort de cette boîte-là, et on fait ça et on break. OK? C'est à ce moment uniquement que vous pouvez mettre un stop loss serré ici. Sinon, si vous entrez là, stop loss ici. Et c'est tout ce bloc-là, en fait, qui est en train d'être retracé. OK? C'est tout ce bloc-là. Toute cette accélération, toute cette hausse qui est en train d'être retracée. Et donc, après ça, si vous entrez dans ce bloc-là, OK, vous mettez le stop loss là. Maintenant, si vous attendez de sortir, vous allez mettre le stop loss ici. Et le premier take profit là, 0,62. Et ensuite, presque $1. Vous voyez, c'est assez simple et mécanique ce que je vous explique sur les marchés. Il suffit en fait de savoir où ce qu'on fait et comment se bloquer. Si vous avez, et comment se protéger, pardon. Si vous avez une entrée risquée, serrée, il faut que vous ayez en fait une confirmation d'une reprise de mouvement. Si vous avez une entrée qui vous paraît, c'est-à-dire vous entrez dans un pullback et vous n'avez pas encore de confirmation de retournement et autres, vous devez avoir un stop loss assez loin pour lui donner en fait tous les cas de figure possibles parce que le marché en fait peut continuer de corriger beaucoup plus bas. Et combien de fois on a vu euh, les marchés faire ça? Ok, vous avez ça, comme les gens aiment dire souvent la théorie de dos. Vous avez ça, mais ici vous pouvez avoir ça, ça et ça. Et ça fait toujours partie de la même tendance parce qu'on n'a pas breaké en fait celui-là avant de repartir. Et c'est justement ce truc-ci qui tue souvent beaucoup de gens. Parce qu'ils mettent leur stop loss là et puis ils se font exécuter. OK? Et puis on repart. Donc ça, c'est ça qu'il faut éviter en mettant toujours son stop loss ici. Mais si
vous ne voulez pas avoir ce cas de figure et vous voulez toujours avoir un stop loss serré, ça veut dire que quand on est, par exemple, on a fait ça, 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 on a fait ça, c'est que vous devez avoir quelque chose en fait qui vous indique quand vous entrez à ce niveau-là. Il doit y avoir un truc qui vous indique que vous êtes sorti de cette chute, qu'il y a eu une confirmation comme une reprise de la chute et vous avez eu un break. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir un truc, si on dézoome en fait, c'est un ça que vous aurez pour pouvoir vous positionner. Donc, c'est ça en fait que vous allez avoir dans toute cette zone-là. Sur le time frame inférieur, vous devez avoir ce genre de truc pour vous positionner. Ouais. Or, le truc, c'est que les gens, ils se positionnent directement là, sans avoir en fait ce genre de scénario sur petit time frame. Ce qui fait que le marché, naturellement, lui, n'a pas fini sa correction, il fait ça. Et après, il fait ça et il continue. OK? Donc, il faut, si vous entrez dans le pullback, protégez-vous avec le stop loss précédent. Ça vaudra mieux, surtout même quand vous êtes débutant. Faites toujours de manière basique la protection avec le stop loss de la zone précédente qui a tenu. Vous allez voir que vous allez augmenter votre win rate. Vous allez même dépasser les 70% de win rate sur votre trade. Vous n'allez pas avoir de go reward, mais vous allez gagner beaucoup plus souvent votre trade. OK? Donc, pensez à ça et évitez de prendre inutilement des risques. Alors ici, nous avons Shiba, naturellement, comme vous avez montré depuis plusieurs semaines. On avait vraiment confirmé tout ce que je disais. Alors, on est complètement en bas, c'est foutu, tendance baissière, il n'y a plus rien à dire. OK? Donc, je reviens sur les trois grandes crypto-monnaies qui sont XRP, qui pour le moment tient vraiment le coup par rapport à beaucoup de crypto-monnaies. Donc, on va juste espérer qu'on puisse repasser au-dessus et j'ai l'impression qu'on pourra avoir ce breakout là que j'espère vivement pour qu'on puisse reprendre la tendance haussière sur XRP. J'espère qu'on va sortir de cette zone-là, qu'on va avoir ce breakout-là et on va continuer pour aller viser déjà les 5,19 $, donc 5,20. Et ensuite, on va viser les 8,10, donc 8,11. Et après, on pourra chercher les 11 $ et 12 $, tout ce que vous voulez derrière. Mais déjà, si on arrive à faire ça et ça, c'est déjà un très bon truc pour quelqu'un comme moi qui a plus de 10 000 ICRP. Forcément, forcément, parce que moi je les ai achetés quand ils étaient à 0,1. Bon, puisque moi je suis sur le marché, ça fait très très longtemps. Donc, n'ai pas ce problème-là comme vous autres, ni en spot ni en mode trading, parce que aussi je sais trader et aussi en mode spot j'en ai accumulé suffisamment, donc j'en ai plus que 10 000. Et, et là, en mode trading également, j'ai une position de près de 4000 ICRP en mode trading. Et j'ai l'intention en fait de pyramider et d'augmenter cette taille de position. OK? D'augmenter cette taille de position parce que j'ai 4000 ICRP, ça doit valoir actuellement un truc de 6000 $ ou un truc comme ça, ma position sur ICRP en mode trading. Hein. Donc là, j'attends tout simplement qu'on puisse confirmer le breakout, qu'on puisse faire ça, ok, qu'on puisse monter, qu'on puisse continuer cette tendance-là et même avoir un autre pullback comme ça. Et je vais bouger mon stop loss de ma position de 6000 $ à peu près. Je vais bouger le stop loss là, ici. On va mettre à break-even. Trouver une nouvelle entrée quelque part par là. OK. Avoir un autre stop loss là, plus haut que mon point d'entrée, avec une nouvelle position d'environ peut-être 2000 $ ou 3000 $. OK. Plus petite que en termes de risque que la première position parce que il faut pas continuer à risquer tout. OK. Donc, en fonction des gains qu'il y aura ici, que je vais ouvrir une autre position là. Et quand on va atteindre cet profit là, je vais sortir une partie, ok, donc une partie de tout le trade là, et garder en fait une partie de la position là, une partie de la position là. Ensuite, on va monter jusqu'à un certain niveau quelque part par là, on va refaire un autre pullback.
Je vais essayer de prendre encore une autre position. Donc ça, quand je vais prendre cette nouvelle position, ça, ce sera à break-even avec déjà un profit partiel. Ça aussi à break-even avec un profit partiel. Je vais ouvrir une troisième position avec l'argent gagné pratiquement de ces positions-là. Une petite partie de ce qui reste en gain latent. Je vais ouvrir une autre position. Et je vais l'emmener ici aussi. OK? Et donc, quand il y aura une partie de ça, plus une partie de ça, plus cette position-là, quand on va venir ici, je vais avoir en fait un gros bag et je vais peut-être sortir avec d'une position où j'avais peut-être 4000 unités au départ en mode trading. Je vais me retrouver peut-être encore à 10 000 unités par là. Et donc, quand je vais venir à 10 000 unités, à 8,10, ça va me faire en fait 80 000 dollars. Vous voyez un peu le scénario. Bon, 80 000 dollars moins le risque total que j'ai eu à mettre, le prix moyen par rapport au nombre d'unités. Donc, peut-être que j'aurai un prix moyen de, je sais pas, de 3 peut-être. Donc, vous allez faire les 3 fois le nombre d'unités qui va rester, puisque c'est en mode trading, le 3 fois le nombre d'unités qui va rester, moins ce que je vais gagner en arrivant là. Et puis, voilà. Et puis, quand je vais venir là, je vais liquider une grosse partie de ma position ici. Et quand je vais liquider cette grosse partie de la position, naturellement, si la tendance ne s'arrête pas, eh ben, j'aurai encore à continuer le même scénario en attendant un autre pullback, faire la même chose avec la petite quantité qui va me rester ici, donc ouvrir encore un autre et avoir encore un peu d'unité pour poursuivre la tendance et cette fois-ci aller viser cet objectif qui est ici, aux alentours des 11 dollars, donc dépasser les 10 dollars symboliques de XRP. Et ensuite, faire encore la même chose si on a une tendance vraiment poussée, je continuerai à faire le même scénario. J'ai une vidéo d'ailleurs qui vous montre comment je fais du pyramidage et puis partir en fait d'un compte qui n'avait pas forcément énormément de cash, je peux me retrouver en fait avec un compte à la fin qui a énormément de cash tout simplement en maîtrisant le système de pyramidage et autres et en entrant dans les bonnes phases d'accélération et pas n'importe comment sur le marché. Ok? Il faut que vous ayez ça en esprit que vous devez entrer quand la tendance reprend. Ou bien, si vous n'entrez pas en anticipation, alors vous devez avoir votre stop loss précédent très loin. Comme par exemple, si vous entrez ici, si vous ne voulez pas entrer avec des stop loss serrés, ok, vous pouvez toujours entrer dans le creux là et vous mettez votre stop loss là. Comme ça, quand vous allez entrer ici dans le creux ici, vous mettez votre stop loss ici. Celui-ci, vous le mettez à break-even et de manière automatique. C'est aussi faisable de cette manière, ok? Donc, voilà, je vous ai donné des méthodes extrêmement avancées aussi. Bon, 14 ans de trading, c'est pas rien. Voilà, des méthodes extrêmement avancées pour vous aider à faire beaucoup sur les marchés, même avec peu. Mais vous devez juste maîtriser certains concepts avancés qui sont très très difficiles en réalité à gérer psychologiquement parce que c'est cette partie-là en fait qui va vous toucher. Donc vous pouvez prendre en fait une petite somme et transformer, mais avec une gestion de trade extrêmement avancée et extrêmement protégée. OK? C'est-à-dire que vous ne devez pas faire du n'importe quoi. Comme je vous ai dit, quand la tendance, si vous entrez dans un creux, mettez le stop loss au plus bas précédent, ça vous protège tout simplement. Sinon, vous attendez qu'on sorte en fait de ce pullback là, qu'on ait une reprise et là vous pouvez mettre le stop loss à ce dernier pullback qui a été au dernier creux de ce dernier pullback qui a été formé. C'est extrêmement simple. Moi, je conseillerais généralement aux débutants de faire peut-être d'entrer dans le creux et de mettre carrément le stop loss loin. Ok? Là, comme ça, vous êtes protégé. Si vous vous perdez votre trade, c'est que tout le marché a perdu pratiquement son trade. Ok? Parce que pour que vous vous fassiez sortir, il faudrait que tous les autres là qui sont avant vous là, qu'ils aient tous perdu leur trade pour que vous vous fassiez sortir. Okay? Donc, c'est la meilleure façon pour vous, débutants, de pouvoir avoir un stop loss protecteur. Vous n'allez pas forcément avoir de go risk reward, mais ça aussi c'est en greffe parce que si vous avez eu une correction dans le pullback qui est assez poussé, qui atteint les 70%, c'est sûr que vous allez avoir un gros risk reward.
OK? Donc, c'est aussi en fonction du niveau de correction que le marché aura. Parce que plus il va corriger et qu'il va s'approcher de cette zone rouge-là, plus de votre take profit, votre profit augmente. Parce que imaginons, prenons ici un exemple clair. Si on a ça, on vient ici taper dans la zone là, la zone rouge ici, et qu'on prend un trade et qu'on a le stop loss ici. Mais déjà, rien qu'en venant au 100%, vous avez déjà x3. En allant jusqu'à 1,618, vous avez x5. Et en allant ici à 8, vous avez x10. Vous voyez? Donc en gros, avoir son stop loss loin n'est pas un problème. Ça va juste dépendre du pourcentage de retracement qu'il y a eu. OK? Donc si c'est que vous avez la chance et vous entrez ici, par exemple dans la zone rouge là, ben vous avez beaucoup de chances de faire un easy wad extrêmement élevé. Voilà comment ça marche. OK? Donc voilà, je vous ai beaucoup donné aujourd'hui et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à venir sur les marchés. Sur ce, je vous remercie.